Bonjour et bienvenue dans mon coin hockey. Et aujourd'hui, j'aimerais prendre le temps de faire une vidéo sur mes prédictions pour l'année 2014-2015. Je veux couvrir les équipes canadiennes, peut-être quelques équipes américaines. Et pour cette première vidéo, j'aimerais que l'on discute de la situation des Canadiens de Montréal. Les Canadiens qui sortent d'une très belle saison avec une fiche finale de 46 victoires, 28 défaites, 8 matchs en sortant. Le Canadien qui se sont malheureusement inclinés en troisième ronde des séries. Ben malheureusement, c'est une très belle chose à vrai dire parce que pour commencer, les Canadiens de Montréal ont été la seule équipe canadienne à faire les séries et de se rendre en finale de l'Est, c'est de quoi être respecté. Donc troisième ronde des séries, au départ, les Canadiens ici avaient vaincu le Lightning de Tampa Bay. Par la suite, toute une série contre les Bruins de Boston. Ici, ça s'était terminé en 4 matchs et c'est en 7 matchs. Et malheureusement, contre New York, dès le premier match, Carey Price s'était blessé. On a fait toute une prise de décision en amenant Dustin Tokarski pour confronter les Rangers. Tokarski s'est bien battu. Et il s'est fait un bon nom pour lui-même. Donc, chapeau pour Tokarski, mais malheureusement, le Canadien ne semblait pas être de poids ou même ne semblait nullement être capable de pouvoir rejoindre les Rangers. Mais néanmoins, qu'est-ce qui s'est passé durant la saison morte? Pourquoi est-ce que j'ai des lignes noires comme ça? Y a-t-il moyen d'arranger ça? Ou peut-être que... Bon, peu importe. Je m'excuse pour ce glitch. J'espère que on peut fixer ça. Est-ce qu'il y a moyen de fixer ça? Non, je pense pas. Mais peu importe. Pour commencer, on va voir les ajouts. On va commencer avec Pierre-Alexandre Parenton, un attaquant. Yeri Sekak, Manny Malhotra et le défenseur Tom Gilbert. Donc, des ajouts de poids. Quand on regarde Parenton, Malhotra, Gilbert, on parle des joueurs qui font au-dessus de 6 pieds. Donc, des joueurs qui vont prendre la place. Dans le cas de Parenton, il y a eu de bons moments. Puis malheureusement, l'an passé, euh, Parenton a souffert de blessures. Et suite à sa saison, on l'a vu se porter d'une ligne à une autre. Il y a juste le premier, le deuxième, le troisième trio. Il n'y avait pas vraiment de rôle fixe pour Pierre-Alexandre Parenteau. J'avais le sentiment que c'était un bon joueur, mais qui était dans l'organisation de l'Avalanche pour combler des trous, tu sais, là, pour patcher des trous. Et avec Montréal, est-ce que Parenteau va être capable de se prendre un gros rôle sur l'un des deux premiers trios? Yuri Sekak, j'aimerais tellement pouvoir parler de lui, mais c'est un gars de la Ligue continentale que j'ai aucune idée à quoi il ressemble. Je sais pas c'est quel type de joueur. Je sais pas c'est quoi son potentiel. C'est quoi ses forces, ses faiblesses. C'est quoi son attitude, son comportement. Je peux malheureusement pas rien dire de Sekak, autre que de temps à autre, je disais de quoi sur RDS, puis on n'arrêtait pas de nous dire que Sekak va faire un bon joueur. On verra cette année. Manny Malhotra, excellent ajout. Va très bien combler le quatrième trio. C'est un bon joueur de centre. Il est capable de remporter des mises en jeu. Puis c'est un joueur qui joue intelligemment. Mais malgré tout, il se doit de jouer mieux qu'il le fait l'an passé. L'an passé, il joue avec les Hurricanes. Puis c'est sûr que les Hurricanes, c'est loin d'être la meilleure équipe. Là, mais Malhotra a la responsabilité de mieux performer et de démontrer de meilleurs résultats que ce qu'on a vu l'année passée. Puis pour Tom Gilbert, un ajout intéressant parce que c'est pas le meilleur défenseur, on s'entend, mais c'est un défenseur qui fait la job, mais aussi qui manie le bâton du côté droit. Donc, un ajout, je dirais, stratégique, si on peut le dire, et qui pourrait sûrement faire une très bonne addition. Encore une fois en disant stratégiquement parlant, parce que le seul autre joueur que je peux penser qui lance la droite, c'est P.K. Subban. Donc, si on veut utiliser, par exemple, un défenseur qui manie un rondelle du côté droit et qu'on veut l'utiliser sur l'avantage numérique, puis que Subban y est essoufflé, on peut envoyer Gilbert là. Mais de ce que je sais, Gilbert devrait jouer un rôle plus défensif, mais il devrait être capable de remplir une certaine fonction due à son maniement de la rondelle. Pour ce qui est des départs, le plus gros départ, je dirais
ce sont les deux premiers joueurs que l'on voit ici. Brian Gionta et Josh Georges. Pour ce qui a trait au leadership, Brian Gionta a été le capitaine de l'équipe pour quelques années. Et c'est un joueur qui avait un bon moral, qui s'exprimait bien devant les médias et qui portait bien le capitaine. Donc, départ de Gionta parce qu'il commence à être vieux. On peut pas se permettre de renégocier parce qu'il valait quand même beaucoup d'argent, le Gionta. Puis, il a passé l'âge où ce qui était dans son prime, comme on dit en anglais. Josh Georges, gros départ parce que de un, c'était un défenseur qui bloquait beaucoup de tirs. Il était également capable de jouer avec le côté physique. C'était pas un gars tough, là, mais il était capable de faire sa job défensivement. Il faisait un excellent job. Puis tout comme Gionta, Georges s'exprimait bien devant les médias. Puis quand on a dit que Gionta partirait, moi j'étais sûr que Georges serait un candidat pour devenir le prochain capitaine. Et c'est quelqu'un qui disait « Je veux jouer à Montréal, j'aime Montréal ». Donc cette valeur de le voir partir. On a également vu Daniel Brière être échangé pour Pierre-Alexandre Parenteau. Brière qui a fait de bonnes choses à Montréal, malgré un lent début de saison. Je me rappelle le voir en fin de saison et dans les séries. Brière a vraiment élevé son niveau de jeu d'une coche. Et c'est très bien pour Brière. Il a fait ses preuves. Et l'Avalanche sont dit intéressés à l'amener. Donc c'est bon pour Brière. Tomas Vanek, c'est un départ qui crée un gros trou parce que Vanek, on dira ce qu'on voudra côté performance, Vanek, ça reste que c'est un joueur de premier trio et que Vanek soit parti, ça veut dire que ça va être beaucoup plus facile de couvrir Pacioretty et Darnay. Puis aussi, ça veut dire qui est-ce qui va prendre sa place. Donc, c'est vraiment quelque chose de vraiment touché, je dirais, pour le Canadien de Montréal. Et finalement, Ryan White. Ryan White qui va être remplacé par Manny Malhotra. Ryan White, j'étais prêt à lui donner sa chance, mais malheureusement, je trouve vraiment qu'on a mal géré sa situation. Quand on l'a amené dans la LNH, on disait il faut que tu t'impliques physiquement. Puis Ryan White, c'est pas ce genre de joueur-là. Ryan White, on lui a dit de jouer un style de jeu robuste, puis il s'est mis à prendre des pénalités vraiment stupides, puis à faire des erreurs qui, me semble, n'avaient pas de bon sens. Mais c'est aussi la faute de la direction, je dirais, pour l'avoir forcé à jouer un style de jeu qui lui ressemble pas. Ryan White aurait dû être un joueur de 4e trio, peut-être même 3e trio, qui se spécialiserait défensivement. Mais ça n'a pas été le cas. On lui a demandé de jouer physique, puis c'est pas son style. Mais c'est un départ. Ça reste un bon départ parce que je me dis que Malhotra va prendre sa place. Puis Manny, étant un vétéran, il va être capable de jouer son rôle de manière confortable, avec plus d'aisance que Ryan White. Avec les ajouts et les départs, on a 3 grandes questions pour ce qui est de faire face à la prochaine année. La première question, qui sera le capitaine? Je suis sûr que ça ne sera pas Piquet Souban, mais comme je l'ai dit, Pacioretty, ça serait un bon candidat. Peut-être même un gars comme Tomas Plekanec, ça pourrait être un bon candidat également. Markov va garder le A, puis je sais que être capitaine, il s'en fout. C'est probablement pour ça qu'il portera jamais le C. Mais je me dis, sûrement Pacioretty ou Plekanec va devenir le prochain capitaine. Et comment est-ce que le nouveau capitaine va mener l'équipe? Quelle est l'image qu'il va démontrer sur la glace et devant les médias? Ça va être très important. Deuxième question, qui remplacera Vanek sur le premier trio? J'en ai déjà parlé. Puis ça va être important parce que couvrir Pacioretty, ça va être beaucoup plus facile maintenant que Vanek est parti. Vanek, c'est un marqueur. C'est quelqu'un qui est capable de produire à l'attaque. Donc, si on enlève Vanek de l'équation, les autres équipes vont savoir que Pacioretty va être le joueur à couvrir. Et ça va être beaucoup plus facile d'anticiper les jeux de transition, les jeux d'attaque du Canadien de Montréal. Et finalement, la troisième question, une très bonne question. Les jeunes défenseurs prendront-ils leur place? Les jeunes défenseurs, je pense surtout à Nathan Beaulieu et à Jared Tenordi.
Il y a aussi un autre joueur que j'arrête pas d'entendre parler, c'est Greg Parin. Donc, est-ce que les jeunes vont prendre leur place maintenant que on a Georgius qui est parti? Ça va prendre quelqu'un qui va être capable de jouer défensivement. Tout le monde dit, hey, Georgius, c'est plusieurs millions juste pour bloquer des shots. N'importe quel défenseur peut faire ça. C'est pas aussi facile que ça. Donc, Tinordi va-tu être capable de prendre la place à Georgius? Est-ce que Beaulieu va être capable de prendre la place à Georgius? Ou est-ce que les joueurs seront capables de s'insérer dans la formation et de jouer leur propre style de jeu? OK? Quel genre d'impact auront les jeunes défenseurs? Et ici, je m'amusais, je regardais les joueurs qu'on nous disait qu'ils pourraient faire partie de l'organisation et à quoi ressembleraient les trios. Puis ça, ce que je prends ici, ça vient de NHL.com, mais j'ai modifié quelque chose. Puis il y a une chose justement que j'ai oublié de modifier. Pacioretty et Darnay, ça devrait être sur le premier trio, mais qui sera sur le flanc droit? Je me dis que Brendan Gallagher pourrait être là, ou pourquoi pas Pierre-Alexandre Parenteau. Donc, Pacioretty et Darnay, à mon avis, ça devrait être des gars de premier trio. Mais Gallagher, d'après moi, il a le potentiel d'être un joueur de deuxième trio. Parenteau, il est pas mal plus gros que Gallagher, puis je me dis qu'il fait très bien dans un premier trio. Mais pourquoi ne pas le laisser aux côtés de Plekanec et Galchenyuk? Galchenyuk pourra pas jouer sur le côté centre, parce qu'on a déjà Plekanec, Darnay, Eller, Malhotra. Donc, au centre, tous les postes sont comblés. Galchenyuk, on a encore besoin de lui à l'aile. Puis tant qu'à y être, pourquoi ne pas placer Galchenyuk aux côtés de Darnay et Pacioretty? Ça, à mon avis, ça pourrait être intéressant, surtout pour, je sais pas moi, l'avantage numérique. Parce que Galchenyuk a démontré qu'il y a vraiment du talent. Et de la QV de 2012, c'est Galchenyuk qui a accumulé le plus de points jusqu'à présent. Donc, qu'est-ce que Galchenyuk peut apporter? Combien, en termes de temps de glace, est-ce que Galchenyuk est capable d'accumuler? Pour le troisième trio, René Bock ici. René, j'aimerais tellement qu'il puisse répéter ses exploits des séries. Il a vraiment sorti de son cocon, il s'est mis à marquer des buts. Vraiment comme on nous a dit qu'il était capable de faire. Mais le problème c'est, est-ce qu'il va retomber dans ses mauvaises habitudes? Est-ce qu'il va encore disparaître? Bourque, il y a des moments il peut devenir une star, puis d'autres moments il va être dans une période de léthargie, puis qu'on va vouloir se débarrasser de lui. Donc, qu'est-ce que Bourque va apporter cette saison pour le Canadien de Montréal? Même affaire avec Lars Eller. Lui, c'est le genre qui a eu des saisons en montagne russe. Ça va pas. Ça va pas. Lars, va falloir qu'il joue une bonne saison pour pouvoir de tout doute qu'il mérite son nouveau contrat. Puis Michael Bournival. Bournival, c'est peut-être celui qui va profiter le plus du départ de Brian Gionta parce que là, après ce que je considère une bonne année, l'année passée, ça a été une bonne année pour Bournival. Il a fait ses preuves. Est-ce qu'il est capable maintenant de s'insérer à temps plein et prendre plus de responsabilités? Ça serait intéressant de voir. Quatrième trio, Dale Weiss a été formidable durant la série. Puis Weiss nous a dit que depuis la finale entre Vancouver et Boston, il a toujours détesté Boston. Et il s'est très bien présenté contre les Bruins. Donc oui, ça c'est un gars que j'aime beaucoup voir. Malhotra, un bon gars pour remporter les mises en jeu puis qui est capable de prendre sa place puis jouer son rôle. Brandon Pross, un autre gars qui prend de la place puis lui est capable de livrer des mises en échec. Je pense que oui, il est capable également de livrer de bonnes mises en échec. Donc, le quatrième trio pour le Canadien, pour la première fois depuis des années, je me dis que le quatrième trio du Canadien paraît solide. Donc, on a des gars qui vont se tenir sur leur patin. Puis vraiment prendre leur place puis brasser la baraque. Mais l'autre, il a un gros gabarit. Je m'attends pas à ce qu'il livre des mises en échec. Je m'attends à ce qu'il joue un style de jeu plus technique. Mais Weiss puis Pross, à mon avis, sont capables de brasser avec quelques bonnes mises en échec à chaque match. Sekak, encore une fois, je sais pas à quoi il ressemble. On verra au cours de la saison. Puis Travis Mohan, j'espère que Mohan va finir par jouer le style de jeu auquel on s'attend de lui.
qui puisse devenir un gars qui peut jouer physique et qui puisse aussi jouer dans des moments opportuns lors des avantages numériques. La défensive du Canadien de Montréal, donc on se rappelle que Josh Georges est parti, donc qui va prendre la place? Markov et Subban. À mon avis, Subban est le meilleur défenseur lorsque Markov est là pour l'alimenter. Ici, deuxième trio, on a le nouveau Tom Gilbert qui s'ajoute. Alex Emlin. Emlin est un bon joueur pour livrer des bonnes mises en échec, tout comme Subban. Donc, j'aime revoir Emlin au sein de l'organisation. Gilbert, tout comme Subban, lance du côté droit. Mike Weaver a été une bonne addition l'année passée et je m'attends à ce qu'il fasse bien pour pouvoir encadrer des jeunes. Puis ça, on voit, on a Nathan Beaulieu qui peut jouer là. J'ai ajouté Jared Tinordi ici pour pour se battre contre Beaulieu pour justement avoir une place comme 6e défenseur ou 7e défenseur. Mais n'oublions pas non plus Davis Drewski qui appartient toujours à l'organisation et qui va aussi chercher à prendre sa place au sein de l'organisation. Pour les gardiens de but, ben, il n'y a pas de surprise, c'est Carey Price et Peter Budaj. Mais en réserve, ici, on va voir ce qu'on a. En attaque, on a Christian Thomas et Gabriel Dumont. En défensive, on a Greg Pateryn, que j'entends beaucoup de bonnes choses. Puis Dustin Tokarski, qui a laissé une bonne impression après les séries de la passée. Qu'est-ce que j'aimerais voir du Canadien de Montréal? Bon, ici, en réserve, je regarde ce qu'on a, puis il me semble que il manque de quoi. Il nous manque de quoi. Puis lorsque je regarde l'organisation comme telle, il nous manque un ailier droit. À la défensive, ça paraît bien, mais j'aimerais voir un autre défenseur à caractère offensif. Donc, c'est ça. Est-ce que les Canadiens vont bien performer cette année? Grosse question. Je pense que les Canadiens vont bien performer cette année. Donc, je m'attends à ce qu'ils fassent les séries. Et je m'attends surtout à ce que les Canadiens se battent pour l'avantage de la glace. Ça, c'est mes prédictions. Les Canadiens ont gardé le gros de leur noyau intact, mais avec beaucoup de départs, mais on a ajouté des éléments pour justement combler chaque rôle, à l'exception de Thomas Vanek. Je ne sais pas qui va prendre le rôle sur le premier trio. On nous dit peut-être Pierre-Alexandre Parenteau va prendre la place, puis peut-être même qu'il va alterner avec, je sais pas moi, Galchenyuk ou Gallagher. Mais c'est sûr que le point positif pour le Canadien, c'est qu'on a déjà des joueurs bien établis, puis on a des jeunes qui prennent leur place. À la défensive, est-ce que les jeunes peuvent prendre leur place? Puis pour les gardiens, Tokarski va-t-il être capable de prendre le poste de numéro 2 très bientôt? Mais néanmoins, le Canadien a de bons éléments mis en place. Ils ont une équipe qui peuvent gagner. Ils peuvent se battre pour l'avantage de la glace, mais attention, est-ce que le Canadien va avoir une période de rechute? Puis pourquoi je me pose cette question-là? Ok, depuis que Terrien est arrivé, première saison écourtée, le Canadien était formidable, mais quelques matchs avant les séries, le Canadien s'était mis à chuter. Puis le Canadien, on dirait qu'il avait perdu le moyen de gagner des matchs. On savait plus comment faire, on dirait. Puis l'année dernière, il fut un moment où les Maple Leafs étaient en tête pour faire les séries. Et le Canadien avait de la difficulté à coller 2 victoires ensemble. Puis par la suite, il y a eu la période des transactions, il y a eu l'addition de Vanek, puis les Canadiens se sont mis à gagner, puis les Leafs se sont mis à perdre comme ça, pas de bon sens. Et c'est à ce moment-là que les Canadiens ont réussi à avoir, je pense, c'était une séquence de 16 points sur une possibilité de 18, en affaire de même. Puis les Canadiens ont terminé avec un total de 46 victoires. Puis le Canadien a besoin de répéter cet exploit-là. Donc, est-ce que le Canadien aura une période de rechute, puis est-ce que le Canadien sera capable de démontrer du caractère? Ça va être très très important pour le Canadien. Mais à mon avis, les Canadiens, oui, ils vont faire les séries, et oui, ils peuvent se battre
pour avoir l'avantage de la glace. Donc ça, c'est mes prédictions. Ils font les séries, puis ils vont avoir l'avantage de la glace. J'arrête ma vidéo là-dessus, j'ai assez parlé, et lors de la prochaine vidéo, je vais couvrir une autre équipe canadienne. Donc, on arrête ça là, puis on se reparle un peu plus tard.